Salut les loulous, donc je suis Flavie, aka Flanatomie sur le forum, et je suis l'une de vos deux tutrices d'anatomie avec Kenza. Donc je suis super contente qu'on puisse enfin se retrouver pour ce début de semestre 2 avec la tute rentrée qui est sur le thème, vous l'aurez compris, du J-tut. Donc nous avons décidé avec Kenza de choisir le thème de la Star Academy. Donc je vous laisse admirer notre petit logo Star Anatomie. Donc aujourd'hui, on va traiter l'anatomie générale du cou et de la base du crâne. C'est un cours qui peut être au départ assez difficile à visualiser, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, notamment ce qui concerne la base du crâne. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, très rapidement, on va commencer par présenter ce qu'est l'anatomie tête et cou, car c'est vrai que c'est une nouvelle matière pour vous. On enchaînera avec la constitution de la vue endocrânienne de la base du crâne. C'est une partie du cours qui est très importante au départ, qui peut être donc difficile à visualiser. C'est peut-être la partie la plus difficile d'ailleurs, mais vous allez voir qu'une fois qu'on l'a acquis, ça va tout seul. L'anatomie du rachis et préférentiellement l'anatomie du rachis cervical du cou. Et on finira avec l'une des meilleures parties assez courtes, les cavités et les glandes. Alors effectivement, avant de commencer, je pense que c'était important de vous rappeler que l'anatomie avait été divisée en trois parties. D'une part se trouvera l'anatomie générale, puis l'anatomie petit bassin, et enfin la sainte anatomie tête et cou. Donc ne vous inquiétez pas, on vous apportera beaucoup plus de précision avec un post sur le forum en début de tuto rentrée, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les modalités, l'organisation de l'épreuve d'anatomie. Donc là, vous voyez un petit diagramme sur le taux de réussite des premières années en fonction de leur implication en anatomie tête et cou. Donc bossez-la bien, vous allez voir qu'elle va vous le rendre bien. J'espère en tout cas que c'est une matière qui va vous plaire et on sera là de toute façon avec Kenza pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions lorsque vous en avez. Nous allons maintenant passer à la constitution de la base du crâne. Alors on va tout de suite commencer avec la constitution de la vue endocrânienne de la base du crâne. L'objectif de cette partie du cours aujourd'hui consistera à comprendre que la base du crâne est en réalité constituée par plusieurs étages. Il faudra identifier quelles sont les structures anatomiques, notamment les structures osseuses d'une part et nerveuses d'autre part, qui passent par chaque étage. Donc, si on enlève cette partie de la tête, qu'on appelle la calotte crânienne, on se rend compte que la base du crâne est en fait constituée par un étage antéro-supérieur, un étage moyen, ainsi qu'un étage inféro-postérieur, qu'on nomme également la fosse postérieure. On se rend donc compte que la base du crâne n'est pas parfaitement plate. Alors, ici se trouve une vue supérieure de la base du crâne. Vous voyez en vert l'os frontal, qui forme essentiellement l'étage antéro-supérieur. En rose et en violet, l'os sphénoïde et le temporal, qui forment essentiellement l'étage moyen. Et enfin, en orange, l'os occipital, qui forme l'étage inféro-postérieur. Alors évidemment, on va travailler sur chacun de ces étages. Ce que vous pouvez constater d'important, c'est cet énorme orifice qui centre l'os occipital, qu'on appelle le foramen magnum, ainsi que la section des os de la boîte crânienne, avec donc cette table externe et cette table interne qui sont formées par de l'os cortical, séparées par un tissu spongieux qu'on appelle la diploë, qui saigne énormément en cas de fracture. Commençons donc par décrire l'étage antérieur de la base du crâne. En ce qui concerne les structures osseuses, l'étage antérieur est formé par trois os. En vert se trouve le frontal, plus précisément la partie supérieure des orbites. Le sphénoïde est en rose, donc c'est au départ un os comparable à un oiseau qui est formé par quatre ailes. Les deux grandes ailes qui forment l'étage moyen, les deux petites ailes qui forment l'étage antérieur. C'est donc la partie postérieure des petites ailes du sphénoïde qui forme l'arrière de l'étage antérieur. Elle forme aussi de petites saillies numérotées en 2 juste ici qu'on appelle les processus clinoïdes antérieurs. À l'avant des petites ailes du sphénoïde se trouve un os colorié en marron qu'on appelle l'ethmoïde. Il est criblé par de nombreux petits orifices, c'est la raison pour laquelle on parle de lame criblée de l'ethmoïde, centrée par une saillante apophyse centrale qu'on appelle le processus Christagalli. En ce qui concerne les structures nerveuses qui passent par cet étage antérieur, on retrouve d'abord les filets de la première paire de nerfs crâniens qu'on appelle le nerf olfactif, qui passe par les petits orifices de la lame criblée. Et à l'avant du processus Christagalli, le trou borgne, rien n'y passe, donc on s'en moque un peu. En ce qui concerne l'étage moyen, il est limité à l'avant par les petites ailes du sphénoïde et à l'arrière par le rocher, et plus précisément le bord postérieur du rocher. Ne vous prenez pas la tête, c'est juste un élément du temporal.
On considère donc que l'étage moyen est formé cette fois-ci par deux os, le sphénoïde et plus précisément les grandes ailes du sphénoïde avec la selle turcique, et d'autre part le rocher qui est donc un élément du temporal. Alors, il est important de comprendre que l'étage moyen permet le passage de nombreuses structures nerveuses et vasculaires, donc des nerfs et des artères. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver pas mal de trous, des fosses et des foramens au niveau de la grande aile du sphénoïde. Tout d'abord, les orifices internes des canaux optiques qui délimitent latéralement la gouttière du chiasma optique. C'est à ce niveau que passe la deuxième paire de nerfs crâniens, donc le nerf optique, ainsi que l'artère ophtalmique. Puis, entre petite et grande aile du sphénoïde se trouvent les fissures orbitaires supérieures. Elles permettent le passage de tous les nerfs oculomoteurs qui permettent à l'œil de bouger, le 3, le 4 et le 6, et également le passage de la première branche du trijumeau. Le trijumeau, c'est la cinquième paire de nerfs crâniens qu'on peut diviser en trois nerfs. Le nerf ophtalmique qui passe par ici et qui se divise à ce niveau d'ailleurs en ses trois ramifications terminales, sa branche frontale, lacrymale et nasale. À l'arrière de la fissure orbitaire supérieure, on retrouve ici le trou rond qui permet le passage de la deuxième branche du trijumeau, donc c'est le nerf maxillaire. Et à l'arrière du trou rond se trouve le trou ovale qui permet le passage de la troisième branche du trijumeau, à savoir le nerf mandibulaire. Au niveau de l'épine du sphénoïde, on retrouve le trou épineux qui permet le passage d'une artère qui est l'artère méningée moyenne et non pas antérieure ou postérieure, faites attention. Au niveau de la pointe du rocher, c'est le trou déchiré qui permet aussi le passage d'une structure vasculaire, l'artère carotide interne, qui vient se loger de part et d'autre de la selle turcique. La selle turcique, c'est une partie du sphénoïde, c'est la loge de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande endocrine, on en parle juste après. Et cette selle turcique, elle est limitée à l'avant par les processus clinoïdes antérieurs et à l'arrière par les processus clinoïdes postérieurs. Ok les loulous, j'ai juste changé de fond parce que la luminosité était devenue mauvaise de l'autre côté. Pour ce qui est de l'étage postérieur, on constate qu'il est formé par deux os, donc notamment l'os occipital que vous allez voir représenté en orange, ainsi que la face postéromédiale du rocher du temporal. Alors, en ce qui concerne les structures anatomiques importantes à noter ici, on retrouve tout d'abord le clivus, juste ici. Alors le clivus, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi le processus basilaire de l'occipital. C'est une zone de transition qui va faire le lien entre le dos de la selle turcique et ce que vous voyez ici, l'écaille de l'occipital. Donc c'est une lame osseuse verticale qui va vraiment faire le lien entre ici le dos de la selle turcique et ensuite l'écaille de l'occipital. Donc il se prolonge latéralement et en arrière par l'écaille de l'occipital. Puis on va retrouver des sinus. Par définition, les sinus, on en parlera après, ce sont des cavités aériennes et en l'occurrence ici, ce sont des formations veineuses qui permettent de drainer le sang de l'encéphale. Le sinus latéral est donc formé par la gouttière du sinus transverse que vous voyez juste ici et qui va se poursuivre de façon extrêmement variable par la gouttière du sinus sigmoïde qui va donc non seulement progresser dans l'occipital mais aussi dans le rocher du temporal et se résumer ensuite dans la jugulaire interne. En ce qui concerne les orifices qui passent par l'étage postérieur, ils sont nombreux. En effet, il s'agit d'un étage important pour le passage de structures vasculaires nerveuses, mais aussi de certaines structures anatomiques comme la moelle spinale. On retrouve d'abord des orifices localisés au niveau de la face postéromédiale du rocher du temporal. Ce sont les méas auditifs internes qui permettent le passage de la 7 et 8e paire de nerfs crâniens, donc du nerf facial et du nerf vestibulo-cochléaire. On retrouve ensuite le trou jugulaire, très important. Il a la particularité, d'abord la forme d'une virgule à grosse extrémité postérieure. En fait, il présente une partie antérieure effilée, que l'on sépare d'une partie postérieure beaucoup plus importante par un ligament. Ces deux parties sont importantes à bien différencier, dans la mesure où elles ne permettent pas le passage des mêmes structures. La partie antérieure, beaucoup plus effilée, permet par exemple le passage de structures nerveuses, le nerf glossopharyngien, la 10e paire de nerfs crâniens, le nerf vague, et le nerf bulbaire phonatoire, qui est en fait un rameau de la 11e paire de nerfs crâniens, donc du nerf accessoire. Alors que l'extrémité postérieure permet quant à elle le passage de structures vasculaires, en l'occurrence de la veine jugulaire interne. En ce qui concerne les trous condyliens antérieurs, on dit qu'ils sont antérieurs parce qu'en réalité il y a aussi des trous condyliens postérieurs mais qui ne sont pas visibles ici. Donc les trous condyliens antérieurs permettent le passage de la 12e et dernière paire de nerfs crâniens, donc le nerf hypoglosse. Et enfin, le foramen magnum, cet énorme orifice qui centre l'écaille de l'occipital, permet le passage de beaucoup de structures, dont la moelle spinale qui en rentrant dans la boîte crânienne devient la moelle allongée.
Ensuite, on retrouve le passage des méninges, des deux artères vertébrales qui sont encore individualisées à ce stade, des veines vertébrales également, on en parlera juste après, et du dernier rameau du nerf accessoire, donc de la 11e paire de nerfs crâniens, il s'agit du rameau spinal ou céphalogyre. Donc on ne confond pas le rameau bulbaire ou phonatoire du nerf accessoire qui passe par la partie antérieure de l'orifice jugulaire avec le rameau spinal céphalogyre du nerf accessoire qui lui passe par le foramen magnum. Et ici se trouve un petit tableau récapitulatif des différents nerfs crâniens et de leurs passages respectifs en fonction de l'étage et de leur foramen. C'est, je pense, l'un des tableaux les plus importants à acquérir en anat, notamment en anatomie tête et cou. Je vous conseille dans un premier temps d'apprendre l'ensemble des nerfs crâniens. On vous sortira certainement une fiche récapitulative des nerfs ainsi que des mnémos à retenir au départ pour bien retenir l'ordre, le nom, etc. Et vous allez voir ensuite que ça va tout seul puisque c'est dans l'ordre. On passe maintenant à l'anatomie générale du rachis. Alors, on va commencer par présenter brièvement ce qu'est le rachis. Le rachis, c'est un synonyme de colonne vertébrale. C'est la même chose, c'est la succession de plusieurs vertèbres qui vont permettre de soutenir l'ensemble du tronc. On peut diviser la colonne vertébrale en deux parties. Dans un premier temps se trouve la colonne vertébrale fixe qui ne bouge pas. Elle est formée par votre sacrum, c'est comme une pyramide à base supérieure. Au-dessus du sacrum se trouve la colonne vertébrale mobile qui est formée donc non seulement par les vertèbres cervicales mais aussi par les vertèbres thoraciques et lombaires. Elle forme une pyramide mais cette fois-ci à base inférieure. Alors ici, on voit bien la distinction entre le segment mobile formé par l'étage cervical, l'étage thoracique et l'étage lombaire, avec le segment fixe d'autre part qui lui est formé par le sacrum. Donc chez un sujet de phase, vous voyez que la colonne vertébrale est parfaitement droite. Mais si je vous avais montré cette colonne de profil, on aurait observé des courbures qui sont indispensables. Elles vont permettre d'assurer au rachis une certaine souplesse. Si on n'avait pas ces courbures, le rachis serait trop rigide pour assurer la marche. On présente donc une lordose cervicale, une syphose dorsale, une lordose lombaire qui est caractéristique de la station érigée, aucune autre espèce à part l'espèce humaine ne l'a, et enfin la syphose sacrée. Donc vous l'avez compris, au niveau de la colonne vertébrale, on peut distinguer plusieurs étages, un étage cervical, un étage thoracique, lombaire, ainsi que le sacrum. Ces étages sont séparés par des charnières qui sont très importantes à considérer en pathologie parce que c'est à ce niveau que toutes les pathologies traumatiques comme les fractures ou l'usure dégénérative vont s'exprimer. Les fractures les plus fréquentes, elles s'expriment au niveau de la charnière thoraco-lombale, donc entre T12 et L1. Les fractures entre le rachis cervical et thoracique, donc au niveau de la charnière cervico-thoracique, sont aussi présentes mais beaucoup plus rares. Et la charnière lombo-sacrée, donc entre le rachis lombal et le sacrum, est plutôt sujette à l'usure dégénérative, donc tout ce qui fait suite plutôt au vieillissement. Il faut effectivement savoir que le rachis présente une formule vertébrale qui globalement est constante. Il faut quand même savoir qu'il existe certaines variations entre les individus, mais elles ne sont pas pathologiques. On retrouve globalement 7 vertèbres cervicales qui forment le rachis cervical, 12 vertèbres thoraciques qui forment le rachis thoracique, et 5 vertèbres lombales qui forment le rachis lombaire. Très important d'ailleurs, puisque comme je vous le disais, il présente une courbure qui nous permet de tenir debout. On retrouve 3 vertèbres sacrales et 2 à 3 vertèbres cocygènes qui sont globalement très inconstantes. Pour pouvoir comprendre les différentes caractéristiques des vertèbres à chaque étage, je pense que c'est indispensable que vous puissiez comprendre l'anatomie générale d'une vertèbre et je ne peux pas vous l'expliquer sans schéma. Donc ce qui est marqué ici, je vais vous l'expliquer mais à partir du schéma, un petit peu plus détaillé pour que tout soit clair pour vous. Voici donc le schéma général d'une vertèbre. Donc tout d'abord, à l'avant, on retrouve cette partie-ci coloriée en bleu. Il s'agit du corps vertébral qui prend une forme variable en fonction de l'étage du rachis au niveau duquel on se trouve. Ces corps vertébraux sont séparés les uns des autres par des fibrocartilages qui ne sont pas vascularisés, qu'on appelle les disques intervertébraux. Ils présentent deux parties, une partie centrale à ce niveau qu'on appelle le nucleus pulposus et une partie en périphérie qui s'appelle l'annulus fibrosus. Ensuite, on va retrouver un certain nombre de structures osseuses qui sont toutes coloriées en jaune et en fait elles se réunissent pour former un arc postérieur. Donc on retrouve le corps vertébral à l'avant et un certain nombre de structures osseuses qui se réunissent à l'arrière et qui forment un arc qu'on appelle l'arc postérieur qui entoure le canal vertébral.
Tout d'abord, on retrouve immédiatement collés au corps vertébral les pédicules. En pathologie, ces pédicules sont très importants parce que c'est à ce niveau que les chirurgiens du rachis vont y implanter les vis d'ostéosynthèse, notamment lorsqu'il y a des fractures ou des déformations vertébrales. Ensuite, on retrouve disposés latéralement les processus transverses, les lames qui se réunissent ici et ici à l'arrière et qui présentent au-dessus et en dessous des surfaces articulaires. Elles se réunissent donc pour former le processus épineux à la partie toute postérieure. Alors tout en haut du rachis, au niveau de l'étage cervical, ce sont des processus horizontaux et progressivement, au fur et à mesure qu'on descend dans le rachis, ils deviennent de plus en plus obliques et vers le bas. En ce qui concerne les ligaments, ils sont très nombreux au niveau d'une vertèbre. Par exemple, à l'avant et à l'arrière du corps vertébral, on retrouve des ligaments vertébraux communs, antérieurs et postérieurs, sachant que le ligament vertébral commun antérieur est beaucoup plus large que son homologue postérieur. C'est la raison pour laquelle le disque intervertébral peut parfois s'extérioriser à l'arrière et aller embêter toutes les structures neurologiques qui se trouvent à ce niveau. C'est ce que l'on appelle la hernie discale et c'est particulièrement douloureux, sachant que ces ligaments sont richement innervés. Les processus transverses, quant à eux, sont reliés l'un à l'autre par des ligaments intertransversaires. Les lames sont reliées tout simplement par le ligament interlamellaire, qu'on appelle aussi le ligament jaune. Et attention, au niveau des processus épineux, on retrouve deux types de ligaments. Le ligament interépineux à l'avant et le ligament surépineux à l'arrière qui permet de relier toutes les extrémités des processus épineux. Donc vous le voyez, au centre, on retrouve le canal vertébral, on l'appelle aussi le canal rachidien ou le foramen vertébral, tous ces noms sont synonymes. Il est délimité à l'avant par le ligament vertébral commun postérieur, il est délimité latéralement par les processus transverses et à l'arrière par les lames. C'est lui qui permet le passage de la moelle spinale qui, attention, en dessous de L2 devient en fait les racines de la queue de cheval. Enfin, en dessous de L2, on n'a plus de moelle spinale, donc on ne va retrouver que les racines de la queue de cheval. On va aussi retrouver un certain nombre de structures nerveuses et vasculaires. Mais faites attention, vous allez voir qu'au rachis, au niveau du rachis cervical, ça ne passe pas au niveau donc de ce canal vertébral, d'où l'importance de bien retenir les caractéristiques de chaque étage. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc pour résumer, on retrouve trois colonnes. Une colonne antérieure, donc ce sont toutes les structures anatomiques à l'avant de la vertèbre, à savoir la somme de tous les corps vertébraux et de tous les disques intervertébraux. La colonne moyenne, c'est le canal rachidien, les apophyses transverses sur les côtés ainsi que les foramen intervertébraux. Et à l'arrière, on va retrouver la colonne postérieure, à savoir toutes les articulations postérieures, les lames ainsi que les apophyses épineuses. Donc forcément, les vertèbres ont toutes leurs propres particularités en fonction de l'étage au niveau duquel elles se trouvent, et c'est ce que l'on va voir maintenant en se concentrant préférentiellement sur le rachis cervical, parce que ce cours porte avant tout sur l'anatomie générale du cou. Commençons donc par parler du rachis cervical. Donc il est composé par 7 vertèbres et il est compris entre d'une part la charnière crânio-cervicale, elle se trouve entre le crâne, donc plus précisément les condyles occipitaux et l'atlas qui correspond à la première vertèbre cervicale. C'est tout simplement l'articulation que vous mobilisez quand vous faites oui de la tête. Et en dessous se trouve la charnière cervico-thoracique qui sépare le rachis cervical du rachis thoracique. Donc le rachis cervical présente effectivement une courbe caractéristique, il s'agit de la lordose cervicale. Il faut savoir que c'est un étage qui est particulièrement mobile puisque vous pouvez mobiliser la tête dans tous les plans de l'espace. On le divise classiquement en deux parties, donc le rachis cervical supérieur, il est constitué par les deux premières vertèbres cervicales, l'atlas et l'axis. Et d'autre part se trouve le rachis cervical inférieur qui est composé des 5 autres vertèbres allant de C3 à C7. Alors, c'est vrai que la toute première vertèbre cervicale est assez particulière. Elle s'appelle l'atlas. Vous voyez qu'elle a la forme d'un anneau et qu'elle ne présente bizarrement pas de corps vertébral. Elle présente par contre des masses latérales, donc ici et ici, qui sont encroûtées de cartilage en dessous et surtout au-dessus pour s'articuler avec les condyles occipitaux du crâne. Le canal vertébral est assez large. Dans la partie médiale, c'est-à-dire en dedans des masses latérales, on retrouve donc des tubercules ici, qui permettent l'insertion d'un ligament en verre qui s'appelle le ligament transverse. Il permet de séparer ce large canal vertébral en deux parties. Une partie antérieure, plutôt articulaire, parce qu'elle va permettre le passage d'une structure anatomique de la deuxième vertèbre cervicale qui s'appelle la dent de l'odontoïde, on en parle juste après. À l'arrière de ce ligament vertébral se trouve la partie postérieure du canal vertébral qui, elle, est plutôt nerveuse puisqu'elle permet le passage de la moelle spinale qui est enveloppée par les méninges.
Ce qu'il faut absolument retenir au niveau de cette vertèbre, c'est la présence, et même tout au long du rachis cervical, d'un orifice au niveau des processus transverses qu'on appelle l'orifice transverse. Je vous ai dit qu'au niveau de la vertèbre se trouvait le canal vertébral par lequel passaient les structures nerveuses et vasculaires. En fait, au niveau du rachis cervical, vous allez typiquement retrouver un orifice au niveau des processus transverses qui va permettre le passage de l'artère et de la veine. Pas du nerf, attention, le nerf, lui, il passe à l'arrière. L'artère va donc passer par ce trou et imprimer son trajet dans la partie antérieure de l'arc postérieur, et c'est ce qu'on appelle la gouttière de l'artère vertébrale. Après, donc les deux ici et ici se réunissent pour former le tronc basilaire qui, je vous renvoie au cours du coup sur le système nerveux d'Elsa, va donner les artères cérébrales postérieures. Donc voilà ici récapitulé les différentes caractéristiques de l'atlas. On passe maintenant aux caractéristiques de la deuxième vertèbre cervicale qui s'appelle cette fois-ci l'axis. Alors, si vous ne deviez retenir que deux seules choses concernant l'axis, c'est premièrement la présence d'un processus qu'on appelle le processus odontoïde ou dent de l'axis, qui va donc être développé obliquement et très légèrement vers l'arrière. C'est lui qui va s'articuler dans la partie postérieure de l'arc antérieur de l'atlas que l'on a vu juste avant. Deuxième chose à retenir, la présence de ce processus épineux particulièrement développé par rapport aux autres vertèbres sous-jacentes. Attention, il n'est pas non plus saillant sous la peau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le sentir comme le processus épineux de C7, mais sachez qu'il est quand même particulièrement développé par rapport aux autres. On retrouve également d'autres surfaces articulaires, ici numérotées en 2, la surface articulaire inférieure qui, elle, conserve sa position naturelle. On retrouve comme d'habitude en 3 les processus transverses qui conservent leur orifice où passe l'artère et la veine vertébrale. Et surtout, entre le corps vertébral et justement la surface articulaire inférieure, on retrouve numéroté en 6 une partie importante de la vertèbre qu'on appelle l'isthme. Voici donc les caractéristiques générales de la deuxième vertèbre cervicale, donc de l'axis. On va maintenant décrire le rachis cervical inférieur qui est constitué des vertèbres allant de C3 à C7. Ici se trouvent donc résumées les caractéristiques générales de la vertèbre cervicale type qui s'avère être la cinquième vertèbre cervicale, donc je vais bientôt vous expliquer sur le schéma d'après. Alors, pas mal de choses à dire en ce qui concerne cette cinquième vertèbre cervicale, la vertèbre cervicale type. On va procéder étape par étape en commençant par le corps vertébral à l'avant. Il est quadrangulaire, c'est-à-dire carré. Il présente une face supérieure qu'on appelle le plateau supérieur qui regarde en haut et en avant. Il est concave sur une vue antérieure et convexe sur une vue postérieure. Puis se trouve une face inférieure qu'on appelle le plateau inférieur qui, elle, reste convexe, que ce soit sur une vue antérieure ou postérieure. La particularité que l'on retrouve au niveau du corps vertébral, c'est qu'en postéro-latéral de la face supérieure se trouve un processus en fragment d'ongle qu'on appelle l'incus. Alors évidemment, il est bilatéral. On l'appelle aussi le processus semi-lunaire ou processus inciforme, de forme et de taille variable selon les individus. Alors pourquoi est-il important, me direz-vous? En fait, il présente dans sa partie médiale un fragment cartilagineux qui va s'articuler avec le méplat de la face inférieure de la vertèbre située juste au-dessus, et c'est ce qui permet en fait aux vertèbres cervicales de s'articuler les unes aux autres. À l'arrière, vous retrouvez le foramen vertébral qui est particulièrement large, triangulaire à base, vous le voyez, antérieure. Les pédicules, je vous rappelle que ce sont ces structures osseuses immédiatement collées au corps vertébral qui partent vers l'arrière et le dehors, alors que les processus transverses que vous voyez juste ici s'orientent plutôt latéralement et vers l'avant. Personnellement, je pense que les processus transverses sont les parties les plus caractéristiques du rachis cervical. Elles ont la particularité de présenter cet orifice qu'on appelle le foramen transversaire, délimité à l'avant en 8 par la racine corporeale et en 9 à l'arrière par la racine pédiculaire. En fait, au niveau de cet orifice, vous allez avoir le passage du pédicule vertébral constitué par l'artère et la veine vertébrale. L'artère vertébrale va partir et remonter du cœur de C6 en C1, alors que la veine vertébrale va descendre jusqu'au cœur de C1 jusqu'en C7. Donc faites attention parce que l'artère vertébrale ne passe pas en C7. Vous donc voyez ici et ici des tubercules, ce sont les tubercules ante et postérieurs qui délimitent aussi la gouttière transversaire. En ce qui concerne les surfaces articulaires au niveau des lames,
Vous retrouvez des encroûtements cartilagineux au-dessus et en dessous pour que les vertèbres puissent s'articuler les unes aux autres. Leur empilement se fait en tuile de toit. On considère que la surface articulaire regarde vers le haut et l'arrière, alors que la surface articulaire inférieure regarde vers le bas et l'avant. Donc retenez bien ça, surface articulaire supérieure vers le haut et l'arrière, surface articulaire inférieure vers le bas et l'avant. Le processus épineux, il a la particularité d'être bifide, bituberculeux et horizontal. Comme je vous le disais, au fur et à mesure que vous allez descendre dans le rachis, le processus épineux va devenir en fait de plus en plus oblique et dirigé vers le bas, alors qu'au niveau cervical, il est vraiment horizontal et il a la particularité d'être bifide, sauf au niveau de C7 parce que c'est une vertèbre transitionnelle. Alors faites attention parce qu'il existe un piège assez récurrent quand on parle du rachis cervical, c'est le fait de considérer que le nerf passe à l'intérieur de l'orifice qu'on retrouve au niveau des processus transverses. Non, faites attention, le nerf passe donc non pas dans l'orifice, mais il va passer à l'arrière de cet orifice. Donc il est bien inclus dans la gouttière transverse au niveau des processus transversaires, mais il n'est pas à l'intérieur de l'orifice. Ici est représentée une vue supérieure de la vertèbre cervicale type. J'aime bien cette vue parce que vous pouvez donc bien considérer la forme triangulaire du foramen vertébral à base antérieure. On voit aussi donc beaucoup mieux la forme quadrangulaire du corps vertébral et surtout ces incus, donc ces processus inciformes en postérolatéral qui permettent aux corps vertébraux de s'articuler les uns aux autres. Donc le processus épineux qui est en général quand même bien plus bifide que ça et les surfaces articulaires que vous voyez bien ici. Et donc enfin avec les deux dernières autres vertèbres spéciales du rachis cervical. Vous inquiétez pas, pour les autres parties du rachis, ce sera nettement plus simplifié. Donc pour ce qui est de C6, c'est une vertèbre particulière parce qu'elle présente un tubercule antérieur particulièrement développé et saillant vers l'avant. Pour ce qui est de C7, en fait, c'est une vertèbre transitionnelle. Après C7, il y a T1, donc elle est forcément particulière parce que, si vous voulez, il y a la transition avec le rachis thoracique qui présente d'autres caractéristiques. Ce qu'il faut retenir avec C7, c'est premièrement qu'elle a deux autres surfaces articulaires sur les faces latérales du corps vertébral pour s'articuler avec d'une part la tête de la première côte gauche et d'autre part la tête de la première côte droite. Deuxième chose à retenir, c'est qu'elle présente un processus épineux très développé, comme C2, mais à la différence de C2, elle est saillante sous la peau. Vous pouvez essayer, quand vous touchez la toute première vertèbre que vous sentez, c'est C7 et c'est plus précisément son processus épineux. Donc pour ce qui est de la coupe transversale de C6, je pense qu'on va tout de suite passer avec le rachis thoracique et le rachis lombaire. Vous verrez que c'est pas forcément très compliqué, c'était juste pour que vous puissiez mieux faire la différence entre ce qu'est la gorge et ce qu'est la nuque. Retenez globalement qu'il y a pas mal de fascias qui viennent engainer ces différentes parties et vous verrez que dans la fiche tout est bien détaillé. Voilà pour ces caractéristiques générales de la coupe transversale de C6 avec les différents fascias. On va passer à la description du rachis thoracique. En ce qui concerne donc le rachis thoracique, ici se trouve une vue supérieure et ici une vue latérale de la sixième vertèbre thoracique. Sachez que la vertèbre thoracique type n'est pas T6 mais T5, donc la cinquième vertèbre, mais globalement elle se ressemble beaucoup. En ce qui concerne le corps vertébral, il n'est pas quadrangulaire mais plutôt cardiforme. Il est encroûté de cartilage dans sa partie sup et inférieure pour donner l'insertion au fibrocartilage que vous connaissez maintenant, le disque intervertébral. Le foramen vertébral permet le passage de la moelle spinale et cette fois-ci des vaisseaux. Donc on ne retrouve plus au niveau des gouttières transverses les orifices transversaires. Justement, les processus transverses ne sont plus dirigés vers l'avant, mais plutôt vers l'arrière et le dehors. Ils sont aussi un petit peu plus effilés. Et on remarque que l'apophyse épineuse n'est plus bifide, mais monophide, et présente une orientation plutôt frontale. Ici se trouve donc un résumé des caractéristiques générales du rachis thoracique et on va tout de suite continuer avec les caractéristiques du rachis lombaire. Au niveau lombaire, la principale caractéristique, c'est ce corps vertébral particulièrement large et massif qui supporte beaucoup plus de poids. Alors on dit qu'il n'est pas quadrangulaire ni cardiforme, mais plutôt réniforme. En ce qui concerne le canal vertébral, il est particulièrement large et livre le passage à la moelle spinale, mais en dessous de L2, à partir de L3, vous le savez, il ne concerne plus la moelle spinale, mais les racines de la queue de cheval. Les apophyses transverses sont plutôt fines, pointues et effilées. Ce sont les plus longues du rachis au niveau de la troisième vertèbre lombale. Les surfaces articulaires sont plutôt massives et ont une orientation sagittale, alors qu'au niveau thoracique, on a vu que c'était plutôt frontal. Elles sont dirigées vers l'arrière et le dedans. Enfin, l'apophyse épineuse, on dit qu'elle est plutôt courte et épaisse.
Et ici le résumé des caractéristiques générales du rachis lombal. Petite précision, les apophyses transverses, étant donné qu'elles sont plutôt fines, on les appelle aussi les processus costiformes parce qu'elles ressemblent beaucoup à des côtes. On va donc maintenant passer aux caractéristiques générales du sacrum et on en aura terminé avec le rachis. Encore une diapo concernant donc les caractéristiques du rachis lombal. Promis, la prochaine on passe au sacrum. On finit rapidement avec le sacrum qui correspond donc à cette pyramide à base supérieure, la base de la colonne vertébrale. Alors pourquoi cette forme si caractéristique? Eh bien tout simplement parce que le sacrum va permettre de répartir le poids du haut du corps vers les deux hanches. On peut constater qu'il présente 4 paires de foramen sacrés, antérieurs et postérieurs de l'autre côté. Alors à quoi servent-ils en fait? C'est par là que passent les nerfs sacrés qui vont se rejoindre et former des plexus sacrés qui vont aller rejoindre les plexus lombaires au-dessus. Alors le sacrum ici c'est vraiment bien visible, il présente une double concavité antérieure, donc une concavité antérieure dans le plan sagittal d'une part et une concavité antérieure dans le plan transversal d'autre part. Ici se trouvent donc résumées les caractéristiques générales du sacrum. Je vous ai ici précisé qu'il pouvait y avoir donc 6 vertèbres sacrales qui seraient représentatives à ce moment-là d'anomalies transitionnelles ou d'anomalies de charnière. Au départ, par exemple, je vous avais dit que le sacrum était constitué par 3 vertèbres sacrales à l'oral. En fait, c'est assez inconstant. Retenez 5. Le sacrum, c'est la fusion des 5 vertèbres sacrales et il peut y avoir quelques variations. Maintenant à l'anatomie des cavités et des glandes. Donc si vous avez besoin de prendre une pause, n'hésitez pas, je sais que ça peut être un petit peu difficile d'accumuler toutes ces connaissances en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette dernière partie du cours, ce sera beaucoup plus simple selon moi et beaucoup plus rapide. Partie avec cette partie du cours qui va être beaucoup plus simple et plaisante à travailler, à savoir les cavités et les glandes. Alors personnellement, j'aime beaucoup ces deux schémas, donc je vous conseille de mettre sur pause si vous voulez mieux les visualiser, dans la mesure où ils vous permettent d'objectiver l'ensemble des cavités de la tête et du cou, de manière assez schématique, mais moi personnellement j'avais beaucoup aimé l'idée. Très rapidement, ça va pas forcément être la diapo la plus fun parce que ça fait un petit peu liste, mais pour le coup je vais vous résumer donc les principales cavités qu'on retrouve au niveau de la tête et du cou. D'abord la cavité cérébrale qui contient l'encéphale, les fosses nasales qui rejoignent à l'arrière le nasopharynx, la cavité buccale qu'on appelle aussi la cavité orale qui rejoint à l'arrière l'oropharynx, donc le naso et l'oropharynx forment le pharynx. Bon, les cavités orbitaires qui contiennent l'œil. Les sinus, alors les sinus c'est simplement des cavités aériennes qui sont creusées à l'intérieur de la face. Le pharynx c'est l'association entre naso et oropharynx plus le laryngopharynx un petit peu en dessous. Et enfin le larynx dont on va parler qui correspond à l'organe de la phonation. Alors il serait évidemment important d'individualiser le trajet de l'air d'une part par les cavités aériennes et le trajet des aliments d'autre part par les cavités digestives parce qu'ils ne vont forcément pas emprunter le même trajet. En ce qui concerne l'air, donc il peut d'abord entrer au niveau des fosses nasales et rejoindre le nasopharynx, ou alors directement rentrer par la cavité orale ou buccale, et dans ce cas-là rejoindre l'oropharynx. Le nasopharynx et l'oropharynx s'unissent pour former, on le sait, le pharynx. L'air va ensuite donc progresser par le larynx, qui est l'organe de la phonation, puis au niveau de la trachée. Alors en ce qui concerne les aliments, ils vont eux aussi passer par la cavité buccale et donc par l'oropharynx. On considère que l'oropharynx est une zone anatomique qui est commune à l'air et aux aliments puisqu'ils passent tous les deux par là. Néanmoins, les aliments ne vont ensuite pas passer par le larynx heureusement, mais par la bouche œsophagienne. Donc en fait, ils passent à l'arrière du larynx au niveau de l'œsophage. Et ceci est permis grâce à l'action d'un cartilage qu'on appelle l'épiglotte. Que va faire l'épiglotte? Elle va en fait se rabattre sur la trachée pour la fermer et donc éviter que les aliments n'aillent obstruer les voies aériennes. Il y a un schéma juste après qui résume tout ça bien. Et donc voici un schéma récapitulatif que j'aime beaucoup. Donc en ce qui concerne le trajet de l'air, l'air va rentrer donc soit directement par la cavité buccale, soit par les fosses nasales, et alors rejoindre ici en A le nasopharynx, sinon il rejoint directement l'oropharynx. À ce niveau, donc vous voyez qu'il va passer par le larynx, ici. Donc la partie basse du larynx comme la bouche œsophagienne se projette en regard de C6, ça c'est assez important. Et l'air va finalement aller rejoindre à l'avant cette partie très cartilagineuse qui est la trachée. En ce qui concerne les aliments, donc ils passent directement par la cavité buccale
Ils passent eux aussi comme l'air, hein, vous le voyez, cette zone commune ici où ils se retrouvent en B, c'est l'oropharynx, sauf que le cartilage épiglottique, qui se trouve juste là, va se rabattre sur la trachée sous l'effet de l'arrivée des aliments, de sorte à les envoyer à l'arrière au niveau de l'œsophage, et donc de faire en sorte qu'ils ne passent pas par le même trajet. En ce qui concerne donc les sinus aériens, c'est peut-être l'une des parties les plus difficiles à visualiser. Ce sont toutes les cavités qui vont se trouver à l'intérieur de la tête. Donc évidemment se trouvent les sinus frontaux, donc à droite et à gauche, qui sont d'ailleurs visibles lorsque on enlève la calotte crânienne sur la vue de la base du crâne. Vous voyez la section des deux sinus frontaux. Le sinus ethmoïdien qu'on appelle le labyrinthe ethmoïdien. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus précisément les fosses nasales qui se trouvent entre justement les sinus maxillaires et le labyrinthe ethmoïdien. Et donc je vais tout vous expliquer sur un schéma pour que vous puissiez mieux visualiser et mieux comprendre tout ça. Alors on ne panique pas avec ce schéma qui peut effectivement au premier abord être un petit peu compliqué, donc on va procéder étape par étape. Tout d'abord, on commence par ce qu'on connaît. La cavité orale, d'accord, les deux cavités orbitaires qui contiennent les yeux. On va retrouver au niveau de l'os maxillaire des sinus qui vont délimiter en dehors les fosses nasales. Vous retrouvez également donc, le fameux os ethmoïde qui est vraiment cet os se trouvant à l'intérieur de la face, d'accord, entre les deux cavités orbitaires. Et vous voyez que cet os, il a la particularité d'être creusé par des cellules aériennes qui vont lui donner une forme très labyrinthique, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle en fait le labyrinthe ethmoïdien. Et ce labyrinthe va former les cornets nasaux supérieurs ainsi que les cornets nasaux moyens. Il faut comprendre que les fosses nasales sont essentiellement formées à l'intérieur par 3 cornets nasaux, un cornet nasal supérieur et un cornet nasal moyen qui sont formés donc par l'ethmoïde et notamment par le labyrinthe ethmoïdien, alors que le cornet nasal inférieur se trouve juste ici et un os qui est totalement indépendant de l'ethmoïde. Ainsi, on peut considérer que les fosses nasales sont limitées donc en dehors, vous le voyez bien ici, par les sinus maxillaires et en dedans par le labyrinthe ethmoïdien et notamment, vous le voyez, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. On retrouve au-dessus l'apophyse cristagalli, ce petit triangle-là, qui se trouve donc non pas à l'intérieur des fosses nasales, mais au-dessus. Donc on considère que l'apophyse cristagalli appartient non pas aux fosses nasales, puisqu'elle est au-dessus, mais au crâne. De plus, donc l'os vomaire, c'est un os important à connaître. Il va s'articuler avec l'ethmoïde au-dessus, ici par une chindylèse. La chindylèse, c'est une articulation spéciale, c'est l'articulation d'un rail plein avec un rail creux. Oups. Donc un récapitulatif général des caractéristiques des fosses nasales. Je sais que c'est une partie du cours qui est difficilement visualisable, donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, c'est forum direct, moi je vous répondrai avec grand plaisir, j'essaierai de vous trouver d'autres schémas, donc surtout n'hésitez pas. Les cornets nasaux sont donc au nombre de 3, on recense les cornets nasaux inférieurs, moyens et supérieurs. Voici un schéma qui personnellement m'a permis de bien visualiser les différents cornets. Ici se trouve le cornet nasal supérieur, moyen et inférieur à l'intérieur des fosses nasales. Il y a essentiellement 2 choses à retenir sur les cornets, vraiment vous retenez ces 2 choses et c'est bon. Le fait que le cornet nasal inférieur soit un os indépendant. On a vu dans le schéma précédent que le cornet nasal supérieur et moyen étaient en fait des cornets formés par l'ethmoïde, ce qui n'est pas le cas du cornet nasal inférieur qui est un os indépendant, à part. Autre chose à savoir, en dessous du cornet nasal supérieur se trouve une muqueuse qu'on appelle la muqueuse olfactive. C'est elle qui va permettre de transmettre les informations sensorielles au système nerveux. Voilà les 2 principales propriétés des cornets à connaître. Cornet inférieur égale os indépendant qui n'est pas formé par l'ethmoïde. Au-dessous du cornet supérieur, la muqueuse olfactive qui va transmettre les informations sensorielles au système nerveux. On finit donc cette partie du cours avec les glandes de la tête et du cou. Il faut essentiellement retenir qu'elles sont de 2 types. D'une part se trouvent les glandes exocrines qui sont les glandes salivaires et d'autre part se trouvent des glandes endocrines qui vont permettre de sécréter des hormones dans le sang. Les glandes exocrines sont donc des glandes salivaires. Elles sont au nombre de 3. D'une part se trouve la glande parotide. Elle est située en arrière de la branche de la mandibule dans la région massétéro-parotidienne. D'autre part se trouve la glande sous-mandibulaire qui, comme son nom l'indique, se situe sous la mandibule. Et enfin se trouve la glande sublinguale qui se trouve de part et d'autre de la langue. Les glandes endocrines permettent donc de sécréter des hormones indispensables au bon fonctionnement de l'organisme à l'intérieur du sang. Elles sont au nombre de 2. D'une part se trouve la glande thyroïde qui permet de sécréter les hormones thyroïdiennes, logiquement, et la calcitonine que vous reverrez en maïotique. Cette glande, elle est située dans la région
infrahyoïdienne et vous allez voir dans le schéma d'après, elle a la forme d'un H. Enfin se trouvent à l'arrière de la thyroïde les glandes parathyroïdes qui, elles, vont plutôt sécréter la parathormone, qui est une hormone indispensable dans le métabolisme calcique. Et voilà notre glande thyroïde si caractéristique avec sa forme de H, vous le voyez. Elle est donc située dans la région infrahyoïdienne et elle est toujours formée par deux lobes, à droite et à gauche, vous les voyez juste ici. Ils sont réunis par cette petite partie qu'on appelle l'isthme, comme l'isthme de la vertèbre, et parfois sachez qu'un troisième lobe peut être présent, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et voilà les warriors, vous êtes arrivés à la fin de ce diaporama, bravo à vous. J'espère que cette vidéo vous aura permis de commencer à mieux appréhender l'anatomie générale du cou et de la base du crâne. Évidemment, si vous avez la moindre question, c'est forum, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur le Discord avec plaisir. Priorisez en dehors des permes quand même le forum, comme ça tout le monde pourra le voir. En tout cas, à l'arrivée de ce semestre 2, je voulais quand même vous envoyer toute ma force et mes ondes positives. Vous allez voir que vous allez bosser des matières très intéressantes. La charge de travail est différente, il y en a beaucoup qui changent leur méthode au semestre 2. Si vous avez besoin de conseils sur n'importe quoi, que ce soit la gestion des postes, de la culpabilité, le moral, la méthode de travail, surtout vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous êtes formidable, comme je l'ai écrit sur le diapo, je voulais vraiment vous dire d'être tolérant vers vous-même, d'accord? Quoi qu'il se soit passé au semestre 1, profitez de ce semestre 2 pour affiner votre méthode, partir sur de bonnes bases, que ce soit plutôt bien ou mal passé. Tout est possible jusqu'à la fin, surtout avec cette réforme qui fait que vous pouvez vraiment remonter vos notes avec plus de matière à passer. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et surtout n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je vous envoie toute ma force.